Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Bienvenue à toi pour ce nouvel épisode de Les clés de la réno, le podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir la rénovation d'une nouvelle invitée et il s'agit de Sarah Crosetti. Sarah est une touche-à-tout. À la fois autrice épicurienne et prescriptrice de bonnes adresses avec son compte French Bon Temps, décliné en blog et en newsletter, elle est également l'hôte du podcast La Bascule sur les changements de vie professionnelle. Sarah et son compagnon se sont lancés le défi de quitter Paris pour rénover une maison de campagne dans le Perche il y a maintenant 1 an et demi. Complètement dans son jus et typique de la région, avec ses pièces basses de plafond et peu lumineuses, cette maison était un bijou brut qui n'attendait que pour renaître. Malgré la distance qui les éloignait du chantier, vous allez voir qu'ils ont mis du cœur à l'ouvrage pour rénover de leurs mains la plupart du temps et parfois aidés de quelques voisins. Des murs piquetés et réendus à la chaux, des tomates anciennes posées dans les règles de l'art, des finitions soignées avec parquet, zélige, carreaux de ciment et plans de travail en béton ciré. Sarah a également pris le parti d'installer une cuisine Ikea moins coûteuse, mais de la pimper avec quelques matériaux et accessoires minutieusement sélectionnés. On a aussi parlé de travaux moins amusants, et notamment de comment ils ont dû lutter contre l'humidité et le salpêtre qui avaient pris leur place dans la maison depuis de nombreuses années. Ce qui m'a plu avec ce projet, c'est comment on peut s'impliquer dans sa rénovation en réalisant beaucoup de travaux par soi-même quand on n'habite pas sur place. Mais c'est aussi comment trouver des solutions pour faire entrer la lumière dans une maison si étouffante au départ, avec notamment l'ajout d'une extension plus contemporaine et bien positionnée. Maintenant les travaux terminés, Sarah a eu l'envie de partager ce pied-à-terre bucolique et propose la maison à la location saisonnière sur son compte Maison French Bon Temps. Si tu veux voir la maison et peut-être en profiter le temps d'un week-end, je t'invite à te rendre sur son compte pour la découvrir en images. Encore un grand merci à Sarah et bonne écoute. Bonjour Sarah et bienvenue sur les clés de la réno podcast. Je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui pour qu'on partage ce micro ensemble et que tu nous contes l'histoire de ta rénovation. Et on va commencer par une petite présentation. Si certains qui nous écoutent ne te connaissent pas encore, peux-tu nous dire un peu qui tu es et où tu vis pour démarrer ? Bonjour Alison, merci de me recevoir sur ton podcast. Je fais ça avec grand plaisir. Alors effectivement, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Sarah Crosetti. J'ai travaillé quelques années en finance à Paris. Je suis basée à Paris. Et pendant, au moment du Covid, ça a animé pas mal de choses chez moi, dont l'envie de changer de boulot et aussi de prendre un peu la poudre d'escampette. Et donc, j'ai acheté une maison dans le Perche que j'ai auto-rénovée depuis 1 an et demi. Et je vis maintenant entre Paris et le Perche, donc dans cette maison. Et j'ai aussi quitté, donc, comme je le disais, mon travail en finance. Et donc, aujourd'hui, je fais principalement de la création de contenu, de l'écriture via mon compte Instagram French Bon Temps, par lequel j'ai quelques clients. Et je fais aussi du conseil pour de la création d'entreprise. J'ai un podcast qui s'appelle La Bascule Podcast sur les changements de vie pour les femmes. Et donc, je fais aussi un peu de coaching via ce média-là. Donc, plein d'activités connexes qui n'ont plus rien à voir avec la finance et une nouvelle vie aussi à la campagne avec la maison dont on va amplement parler. Une maison à la campagne, donc, et du coup, vous habitiez Paris, c'est ça hein ?
Oui, ça faisait plusieurs années avec mon conjoint, on avait acheté un appartement, à Paris, donc un petit appartement parce que, Paris, c'est toujours des petites surfaces, qu'on aimait beaucoup, en fait. Mais le problème, c'est que je pense que la vie qu'on avait faisait que tous les week-ends, on supportait plus d'être à Paris. Donc, en fait, on passait pas un seul week-end à Paris. C'était vraiment devenu, notre appartement était plus un espèce de dortoir où on rentrait le soir, après toutes nos activités, tous nos dîners, mais en fait, on n'y passait pas beaucoup de temps parce qu'on avait vraiment le besoin tous les deux de s'échapper de Paris chaque week-end parce que c'était devenu trop oppressant. Ouais, donc vous faites partie de ces Parisiens qui ont cherché la campagne après le confinement, non? C'est ça à peu près? Ouais, exactement. Bah, en fait, on a eu la chance de passer notre confinement dans le sud, chez des gens qui sont devenus nos amis. En fait, on se voyait pas, parce que mon conjoint, pour petit détail, mais il a 2 enfants en garde partagée. Ah Donc, oui, une d'accord. semaine sur deux, on est à quatre. Et en fait, dans l'appartement, on s'est dit, non, mais le confinement à quatre, on va juste tous péter un câble. Donc, on est parti vite dans un espèce de gîte chez des gens. Et en fait, il se trouve qu'on y est resté quasiment tout le confinement, au moins 2 ou 3 mois. Et en fait, ça a conforté, parce que tous les deux, on avait déjà ce souhait de quitter Paris bien avant en fait le Covid, mais on n'avait jamais expérimenté la chose. Et tout le monde nous disait, non mais en fait, vous dites ça parce que vous partez en vacances une semaine et donc vous projetez des trucs comme quoi la vie hors de Paris vous irait, mais en fait pas du tout. Et en fait, le Covid a vraiment conforté l'idée que bah, si on pouvait se plaire plusieurs mois hors de Paris et que rien, enfin quasiment rien ne nous manquait. Et donc c'est vraiment ça qui nous a décidé à commencer à chercher une maison hors de Paris. D'accord. Et donc, du coup, vous finissez par trouver cette maison dans le Perche. Ça a duré longtemps? Enfin, vous l'avez trouvée facilement? Comment ça s'est passé un peu Alors ça a vos été ça a recherches? été plutôt improbable. Donc on rentre de ce confinement, dans le sud, et au début on se dit: «Ah, on va acheter dans le sud». Sauf que, bah, on a quand même, mon conjoint a son travail à Paris à la moitié du temps, il a ses enfants. Et donc assez rapidement on se dit en fait, bah, dans l'état actuel des choses, c'est pas viable. On va pas pouvoir faire des allers-retours en train à 3 4 heures de destination, suivre les travaux. Mm. Enfin bref, on se rend vite compte qu'en fait le sud, c'est pas pour tout de suite en tout cas. Et donc, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire autour de Paris? Donc là, on commence à acheter une carte des alentours de Paris, et on regarde un peu ce qui est vert, quoi. Donc, on se dit, bon, bah, il y a Fontainebleau, mais en fait, Fontainebleau, c'était un peu trop cher pour notre budget parce que comme on avait déjà un appartement à Paris, on n'avait pas beaucoup de budget. Et on voulait pas vendre notre appartement parce qu'effectivement, mon conjoint a ses enfants. Enfin, en fait, on avait quand même besoin de garder un pied-à-terre. Donc, en fait, ça nous laissait un budget un peu moins gros. Et c'est comme ça qu'en Mhm. fait, on a découvert le Perche, mais qu'on connaissait pas du tout. Donc, on a commencé par s'y rendre 2 3 week-ends en se disant, bon, bah, ça a l'air sympa, c'est un parc naturel, à quoi ça ressemble. Et donc, on s'y est rendu à l'automne. Et on a fait uniquement 2 visites avant de trouver notre maison. Donc, Ah oui. Donc finalement, vous l'avez et trouvé après coup, rapidement. ouais. Ouais, mais je pense vraiment, on a eu énormément de chance sur plein de sujets parce qu'il y a plein de choses auxquelles on n'a pas fait attention du tout, notamment la connexion, parce qu'il y a beaucoup de zones blanches dans le Perche. Ouais. Et tous les deux, on a quand même beaucoup besoin de travailler, bah, d'avoir une bonne connexion. Et tu vois, il y a plein de petits détails comme ça dont on n'avait pas du tout fait attention quand on a acheté. Et en fait, après coup, on s'est dit, mais on a eu quand même beaucoup de chance parce qu'on aurait pu avoir beaucoup, beaucoup de problèmes, quoi. Mhm. D'accord. Et donc, du coup, vous trouvez cette maison rapidement et à quoi elle ressemble finalement, si tu nous la décris un peu, enfin, à quoi elle ressemblait même quand vous l'avez rencontrée, cette maison. Eh ben, ouais, alors assez bizarrement, je sais pas du tout comment on a fait pour tomber amoureux de cette maison parce que objectivement, tu verras sur les photos, mais c'était vraiment, mais c'était, ni fait ni à faire. En fait, alors c'était une longère percheronne, donc il y avait quand même un peu du caractère. Mhm. Mais en fait, tout l'extérieur, elle était déjà noyée par une espèce de forêt de grands arbres parce que personne n'avait taillé. Et donc c'était une personne âgée qui vivait là avant, qui était décédée. Et en fait, elle mettait la cheminée même en août parce que la maison était vraiment tout le temps à l'ombre, baignée dans l'humidité, parce Ouais. qu'il y avait énormément de résineux autour. L'intérieur n'avait pas été refait depuis, je sais pas, 30 ans. Donc, tu vois, il y avait du salpêtre sur les murs, il y avait du crépi un peu partout. C'était toutes les poutres et en fait les huisseries étaient marron foncé vernis, tu sais, comme ils peuvent faire Ouais, je vois. comme ça se faisait avant en fait. Mhm.
Et donc vraiment, rien n'était à notre goût à l'intérieur. Il y avait beaucoup, beaucoup de travaux et dont aussi beaucoup de travaux qu'on n'avait pas du tout, budgétés et qu'on a eu, à faire après. Mais je sais pas pourquoi on a eu un coup de cœur. Il y avait une bonne vibe dans cette maison et donc du coup, on s'est dit: «Ah, on la prend en fait». Mais Ouais, vous l'avez mais c'est vrai que senti je comme me ça, en fait, c'était exactement. une évidence. Et mais on avait vraiment à l'époque, notre appartement parisien, on n'avait rien fait dedans. On était complètement novices en termes de travaux, enfin, je me rappelle que quand on a visité la maison, on s'est dit: «Ah, on remettra juste un petit coup de peinture». Enfin, vraiment, on était à côté de la plaque, complet. C'est vrai. Oui, Heu donc vous vous êtes pas du tout rendu compte de l'ampleur des travaux qui vous attendaient, quoi. Pas du tout. Alors, mais vraiment, ouais, pas du tout et c'est vrai que heureusement ça s'est bien fini parce que, bah, on en parlera sûrement, mais moi j'ai eu du temps et on avait un peu d'argent de côté. Mais c'est vrai que ça aurait pu vraiment finir, en cauchemar parce qu'on n'avait vraiment rien budgété correctement, on n'avait aucune expérience. Enfin donc, on partait vraiment pas avec, des points d'avance. D'accord. Et Mmh. du coup, vous l'achetez en quelle année? Rappelle-moi? Du coup, on l'achète en mars 2021, donc tu vois, là, ça fait un peu plus de 2 ans, D'accord. Et vous qu'on l'a l'avez acheté. rénovée, elle est finie quand même depuis quelques mois? Vous l'avez Oui, on réno a mis à peu près 1 an et demi, mais parce qu'en fait, on a créé une extension, D'accord, oui. et ça, c'est vraiment le truc qui a un peu retardé, parce que, du coup, il a fallu avoir le permis. Mmh. Après, il a fallu aussi que le menuisier, le charpentier, pardon, soit disponible pour créer, l'extension et il y avait beaucoup de retard. Donc en fait, il a mis quasiment 1 an à venir à partir du moment où on avait, le permis. Donc tout ça a un peu ralenti le chantier, mais effectivement, sinon, bout à bout, c'était 1 an et demi. OK. Et tu nous parles de cette extension justement, alors la maison, j'imagine qu'elle était un peu petite par rapport à ce que vous aviez imaginé et vous avez tout de suite, eu l'envie de créer une extension? Comment ça s'est passé cette idée d'extension? En fait, c'était pas forcément par rapport à la surface, mais c'était plus que comme c'était une maison normande, donc avec assez peu de luminosité au final, des plafonds avec des poutres assez basses et Mmh. cetera, ce qui pouvait être assez sympa, pendant l'hiver et l'automne. On s'était dit, été, printemps, ce serait quand même sympa d'avoir, une pièce qui soit un peu baignée de lumière, et en plus la maison était orientée d'une façon, que la façade sud était complètement fermée. Donc en fait, printemps-été, bah, il y avait vraiment assez peu de lumière dans la maison et c'est plutôt comme ça que c'est venu. On s'est dit: «Bah, il nous faudrait une pièce, où on puisse aussi profiter de la lumière, et pas se sentir vraiment tout le temps, dans une espèce de pénombre», et donc c'est comme ça qu'on a ouvert, cette extension qui était orientée sud. OK. Ah, c'est intéressant ça, ça veut dire qu'en fait c'était pas ouais, c'était pas un besoin d'espace, mais c'était un besoin de mieux habiter la maison qui vous a, poussé Oui, à c'est ça. envisager cette extension, ouais. C'est ça, parce que je crois qu'elle faisait déjà, peut-être 180 carrés sans l'extension. Donc, en Ah fait, oui. oui, c'était déjà suffisant. Mais c'est juste que moi, c'est vraiment même, enfin, tout le temps, même quand je loue, en vacances et cetera, la lumière, pour moi, c'est vraiment hyper important. Et vraiment, quand on a visité, je la trouvais hyper cocooning et tout ça, mais je me disais quand même, quand ça va être les beaux jours, il manque un peu de lumière. Donc, j'avais déjà, enfin, anticipé le problème et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler avec un architecte sur, ce projet d'extension. D'accord, oui, donc vous avez fait appel à un archi pour, créer les plans et poser le C'est permis en ça. gros, hein, c'est lui qui vous a fait tout ça? C'est ça et après il nous avait dit dès le départ qu'il ne serait pas disponible, pour suivre le chantier. Donc en fait, effectivement, c'était simplement pour, bah, pour qu'on ait une base solide parce que nous, on n'avait vraiment aucune connaissance, en termes d'architecture. Donc et puis en plus, comme on est dans un parc naturel, il y avait pas mal de choses à respecter en termes de, bah, d'esthétique, et donc lui justement, il a fait en sorte de se conformer à toutes les normes qui pouvaient être, dans la région et effectivement déposer le permis et s'assurer que tout soit bien conforme, voilà. Mais effectivement, le suivi de chantier après, c'est nous qui l'avons fait. OK. Et si tu pour, éclairer un peu, les auditeurs, disons-nous, ça prend combien de temps de monter une extension? Et ben, en fait, c'est hyper rapide. Enfin, moi, j'ai été bluffée parce que
comme on a rénové à côté, on voyait le temps que ça prenait de rénover une maison versus construire une extension neuve, quoi. Et je pense que, alors, ce qui a été long, c'est effectivement la partie architecte, dépôt de permis, etc. Je pense que ça, on a peut-être mis 2-3 mois, tu vois, le temps que ce soit accepté. Ouais. Mais après, à partir du moment où le charpentier est venu, je pense qu'ils ont fait ça en 3 semaines. Alors que tu vois, elle doit faire 40 mètres carrés, il y a un toit cathédrale. Donc vraiment hyper rapide. Après, ce qui a mis un peu plus de temps, c'est de faire l'intérieur, d'isoler l'intérieur. Ça, c'est nous qui avons tout fait. Mais oui, peut-être bout à bout, tu vois, si vraiment tu fais ça chaque jour, je pense qu'en 2 mois, moins de 2 mois, ton extension, elle est faite, elle est habitable. Donc, ce qui n'a vraiment rien à voir avec une rénovation où c'est beaucoup plus long. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et justement, si on parle un peu de tous les travaux que vous avez pu mener, quels sont les postes de travaux que vous avez réalisés sur l'intégralité de votre projet? En fait, je vais plutôt te parler des postes que nous n'avons pas fait. Ce sera Ce plus sera plus rapide. simple. Oui, d'accord. Non, ce qu'on n'a vraiment pas fait, et encore maintenant, après coup, on se dit qu'on aurait pu en faire une partie maintenant qu'on a un peu plus d'expérience, mais on n'a vraiment pas du tout fait l'électricité, parce que un électricien a refait toute l'électricité de la maison qui était vraiment plus du tout aux normes. Donc ça, on l'a pas fait. Il y a une partie de la plomberie qu'on n'a pas fait. Mais quand tu dis L'extension. vous n'avez pas fait, c'est que vous avez fait, mais vous avez fait faire, en fait. C'est ça, si je comprends bien. Oui, c'est ça. On a fait faire par quelqu'un d'autre. Par des artisans, ok. Donc Mais finalement, il y a sinon, eu en peu termes de... d'artisans. Oui, assez peu. Mais en fait, on a eu tellement de mauvaises expériences qu'il y a même des choses qu'on devait faire faire. Et on s'est dit, non, mais en fait, on va essayer de le faire nous-mêmes parce que je sais que l'électricien, à un moment, il a mis 6 mois à revenir. Enfin, c'est-à-dire qu'il a Ouais. commencé une pièce et après, pendant 6 mois, on l'a plus du tout eu. On l'appelait, mais des dizaines de fois, il répondait plus. Puis 6 mois plus tard, il se repointait pendant 2 jours. Puis après, il revenait plus pendant 1 mois. Enfin, en fait, nerveusement, c'était compliqué de tenir. Oui. Et donc voilà, donc effectivement, on a essayé de rester au minimum sur les artisans extérieurs parce qu'on savait qu'à chaque fois, c'était une galère à gérer. Donc on a fait vraiment ce qui était obligatoire. Ah, donc vous êtes tombé que sur des artisans qui étaient compliqués à faire venir et qui tenaient pas forcément leurs engagements, quoi. C'est vrai que c'est dur de tenir la motivation dans ces cas-là, oui. Ouais, après, ils travaillaient bien. Enfin, quand ils étaient là, ils travaillaient bien et ils étaient très sympas. Mais effectivement, je pense qu'on est tombé aussi dans une période où beaucoup de gens avaient acheté après le Covid. Mm. Et du coup, il y avait énormément de chantiers et puis ils ne savaient pas forcément s'organiser. Donc, du coup, on savait que ce n'était pas personnel parce qu'autour de nous, on en parlait, c'était les mêmes cas de figure. Mais c'était compliqué. On a même des voisins qui, eux, ont fait le choix d'embaucher à temps plein des ouvriers pour éviter le problème, tu vois. Donc, on savait que c'était un truc qui était assez fréquent dans la région. Ah, ils ont embauché avec un contrat de travail des artisans Ouais. en direct pour les faire travailler chez eux. Ah, Ouais, on a des exemples de gens vraiment qui les ont salariés, quoi, en disant, d'accord. pendant 6 mois, 1 an, vous bossez que sur notre chantier. Après, il faut avoir un peu les moyens, mais on a effectivement plusieurs exemples de gens qui ont fait ça pour s'assurer que les gens viennent bien tous les jours sur le chantier et que ça avance. Ok. Eh ben, c'est la première fois que j'entends ce genre de cas de figure, mais pourquoi pas? C'est vrai que ça peut être une solution. Enfin, quand on peut se le permettre et qu'on a la structure juridique qui permet de le faire aussi, parce que effectivement, Ouais. Mm. c'est pas forcément simple d'embaucher quelqu'un. Et alors du coup, voilà, si tu nous parles des travaux, tu nous as dit que vous avez refait l'électricité, la plomberie. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Alors il y avait un garage qui était pas du tout réhabilité, donc on l'a transformé en suite avec une salle de bain. Donc tu vois, ça a été là pour le coup, c'était refaire la chape, le sol, l'isolation, créer une salle de bain, casser le mur entre la maison existante et le garage. Mm. Après, on a cassé des murs dans la maison existante parce que la disposition des pièces n'était pas optimale. Donc pareil, on a recassé des pièces des murs. On a réisolé Il y avait beaucoup de salpêtres parce que en fait, c'est assez récurrent dans les maisons normandes, mais comme c'est assez humide et qu'il n'y a pas de fondation généralement, Ouais. tu as beaucoup de salpêtres sur les murs. Donc, tu vois, on a dû enlever pas mal de murs qui étaient recouverts en crépi, ce qu'il ne faut surtout pas faire parce que Oui, ça, c'est sûr.
ça garde l'humidité. Et on a fait du coup des enduits à la chaux qui sont hyper lents, hyper contraignants, mais qui au moins purifient tes murs. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'installation de la cuisine dans notre extension, les poses de parquet dans toutes les pièces. On a créé des chambres à l'étage, donc on a créé des cloisons. On a créé 2 nouvelles salles de bain. Enfin, vraiment, on a... Ouais, je pense qu'on beaucoup. a un peu touché à tout. Et vous avez combien de chambres maintenant dans cette maison? Du coup, il y a 4 chambres. 4 chambres, 3 salles de bain. Ouais, c'est une belle maison. Maison que, on en parlera aussi, mais que vous proposez à la location. Donc, du coup, ça a probablement aussi impacté vos choix et la façon de la penser, j'imagine. Oui, effectivement. En fait, on ne savait pas forcément en commençant qu'on la louerait. Et je pense que ça s'est fait au fur et à mesure parce qu'on s'est dit, on s'est rendu compte déjà, nous, qu'on n'y habiterait pas tout le temps. Alors que peut-être, en fait, ça a évolué avec nous, mais tu vois, peut-être qu'au début, on se disait plus, pourquoi pas y vivre à 100%, essayer de trouver un autre boulot, etc. Et petit à petit, on s'est dit, en fait, on est quand même attaché à Paris, donc on s'est rendu compte qu'on l'habiterait que la moitié du temps. Mhm. Et donc, voilà, l'idée d'allocation est un peu venue comme ça en même temps, en se disant, d'une part, ça permet de payer tes charges et d'autre part, en fait, on voulait pas que... Moi, j'aimais pas l'idée que ta maison, parfois, elle reste 2 semaines sans vivre parce que, après, enfin, je trouvais ça sympa, effectivement, qu'il y ait du passage et que tu vois, elle soit aérée, que les toiles d'araignée n'aient pas le temps de s'installer et tout ça. Donc, du coup, je trouvais ça aussi bien pour ça de la louer de temps à autre. Ouais, ok. Et vous avez encore des travaux à réaliser maintenant? Il vous en reste encore un peu? Vous avez encore des projets peut-être? Non, alors après, effectivement, en fait, on a des projets, mais qui sont vraiment plus. Tu vois, on aimerait créer un étang, on aimerait créer une petite tiny house. Enfin, tu vois, c'est des trucs Ouais, annexes. Mais la maison en tant que telle est finie. Après, il nous reste juste des petites choses sur les extérieurs, tu vois. Mais c'est plus, je dirais, de la déco, tu vois, de savoir est-ce qu'on va planter des arbres, comment on va redessiner le jardin. Enfin, c'est des choses vraiment qui sont pas du tout urgentes. Mais oui. la Et puis maison, non, c'est la maison carrément est sur finie. l'extérieur en fait. C'est des projets C'est ça. qui touchent l'environnement extérieur, quoi. Ok. Exactement. Et tu nous as parlé des enduits à la chaux. Effectivement, j'ai suivi ça. Vous avez repris tous les murs intérieurs, les murs en pierre. Comment ça se passe quand on veut refaire ces enduits sur des murs en pierre? Tu peux nous raconter un peu cette aventure? Ouais. Oui, alors moi je connaissais pas du tout ce que c'était. En fait, c'est juste à force de se renseigner. Donc on est beaucoup allé dans les magasins professionnels type Point P, etc. On a beaucoup demandé l'avis de voisins, etc. pour savoir ce qui se faisait dans la région. Parce que parfois tu arrives avec tes idées ou tu as un espèce de mood board Pinterest et en fait ça s'adapte pas du tout à ta maison. Donc en fait là on s'est dit Mm, il faudrait qu'on regarde quelque chose qui soit en même temps techniquement adapté et aussi qui soit dans le style de la région. Donc très rapidement les gens nous ont conseillé la chaux qu'on connaissait pas du tout. Et on ok. s'est rendu compte que effectivement c'était un des meilleurs moyens pour, comme je te disais, tu vois, éviter que tes murs gardent l'humidité et purifier un peu la maison. Donc on s'est dit bon ça semble idéal. Sauf qu'en fait la chaux c'est hyper compliqué à mettre en place parce qu'en fait tu l'étales pas simplement sur un mur, tu es censé la jeter. En fait tu fais des jetés de Oui. chaux Ouais. et c'est hyper difficile. Enfin, en fait, le temps de prendre le coup de main, enfin, tu vois, tu peux mettre des jours et des semaines à prendre le coup de main. Donc, ça a été vraiment... bon, on a bien ri, mais ça a été assez laborieux. Heureusement, on a eu la chance que des voisins viennent nous donner des coups de main. Parce que du coup, c'est très lent parce qu'en fait, tu balances des petits paquets de chaux sur ton À la mur truelle, ouais. à la truelle et tu dois faire plusieurs couches. Entre chaque couche, tu vois, il y a des semaines de séchage. Enfin, vraiment, c'est un truc, c'est pas une plaque de placo que tu peins, quoi. Donc, Ah oui, c'est sûr, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça n'a ouais, pas du tout le même aspect non plus. Enfin, c'est exact. vraiment. À la fois, c'est bon pour le mur parce que ça le laisse respirer, mais en plus, esthétiquement, clairement, ça n'a pas la même. La même. Enfin, ça rend le même rendu, quoi, effectivement. Oui, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on regrette pas une seconde d'avoir fait ça. Après, on l'a pas fait partout parce qu'il y avait, on a dû le faire dans une pièce. Mais on a effectivement des voisins qui font ça dans toute la maison. Enfin, c'est assez répandu dans la région. Ouais. Euh, mais ouais, c'est une technique à prendre en main. Mais qu'apparemment, vous avez su
exceller, hein, puisque c'est vrai que quand on voit les photos de votre maison, les murs sont très beaux. Oui, bah, tu sais, après, au bout d'un moment, il y a la technique et puis il y a, bah, toi, un moment, il faut que ça marche donc je pense qu'à un moment, on n'était plus conventionnellement, je pense qu'heureusement que personne n'a vérifié ce qu'on faisait mais Ouais, bah, tu vois, à un moment, tu y vas à la main, enfin, tu sais, de toute façon, il faut que ça se fasse donc ouais, ouais, il y a ce bon, qu'il faut faire et après, il y a comment toi, tu te débrouilles derrière et puis tu fais un peu ta tambouille, ouais. Puis voilà. l'avantage de la chose, c'est quand même que ça peut avoir un aspect un peu imparfait. Donc, Oui, en plus. si c'est pas exactement fait dans les règles de l'art, finalement, ça peut passer. Exactement. Et pour résoudre vos problèmes d'humidité, puisque, enfin, déjà, tu nous as dit, vous avez coupé les arbres pour éviter que la maison soit un peu trop à l'ombre. Vous avez fait d'autres travaux un peu structurels, enfin, Oui, donc effectivement, les arbres, c'était un gros, gros sujet et après, en fait, donc plus tard, on a fait creuser un drain. Donc pareil, c'était pas du tout prévu dans les dans les travaux, mais en fait, on nous l'a conseillé quelques mois plus tard et on s'est dit que ce serait une bonne chose. Donc c'est en fait, tu creuses une tranchée, à peu près, je sais pas, je sais plus combien c'était, peut-être 30 centimètres de ta maison et tu mets un espèce de tuyau troué pour que l'eau, au lieu de passer sous ta maison, finisse par s'écouler avec la pente autre part, en fait, au lieu de stagner sous la maison, etc. Et donc là, on a vu. Bon, j'explique hyper mal ce que c'est que le drain, mais non, non, mais c'est bon, pas mal. Et du coup, voilà. vous avez un drain qui fait l'entièreté du tour de la maison. Non, il fait la moitié. Parce qu'en fait, on a une partie du terrain qui est très en pente. Ah, Et ok. donc, on a fait vraiment la partie, la pente avant la maison. Et la pente qui était après la maison, du coup, ça s'est coulé naturellement. Donc là, on n'a pas fait. On a fait vraiment une moitié. Et vraiment, on a vu quand même la différence. Et d'accord. Et vous avez vu la différence comment? Bah, déjà, en ressenti. D'accord. En ressenti. Et après, tu vois, on a installé aussi des capteurs. Enfin, moi, j'ai un conjoint qui est très truc connecté, tu vois. Donc, il adore checker toutes les métriques de la maison, donc l'humidité, la température, bref. Et effectivement, ça se voyait aussi en termes ouais, de chiffres, De, tu vois. de taux d'humidité dans Ouais, l'air. exactement. Ok. Exactement. Mais ça, j'imagine que vous l'avez fait faire, non? Poser un drain, faut quand même creuser tout autour. Enfin, Oui, 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 ça, on a pris quelqu'un. Alors, en fait, on a un voisin ami qui a une mini pelle et donc il y a pas mal de choses qu'on a fait où lui, il nous creusait avec la mini pelle et puis nous, tu vois, on l'aidait à mettre les tuyaux, etc. Donc, c'était un peu, effectivement, on se faisait aider, mais on participait, quoi. ok. Et c'est très pratique d'avoir un voisin Ouais. qui est équipé et qui est là pour donner des bons coups de main, effectivement. Vous vous êtes vite fait des amis, en fait, dans votre voisinage. Et ben ouais, assez étonnamment, les gens sont plutôt ouverts et on a rencontré, enfin nous je sais qu'on a beaucoup plus d'amis en termes de voisinage ici qu'à Paris, alors que tu vois à Paris ça faisait 5 ans qu'on avait acheté notre appartement et on connaissait pas nos voisins. Enfin, tu vois, les gens, ils te croisent dans l'escalier, ils te disent bonjour, mais c'est tout. Jamais ils vont t'inviter chez eux. Et alors que ici, tu vois, dès qu'on est arrivé, au bout de 2 semaines, on nous a rajouté sur un groupe WhatsApp des voisins. Ouais. Et je pense qu'une fois toutes les 2 semaines, il y a un apéro qui se fait chez l'un ou chez l'autre. Tu vois, on est une quinzaine. Et donc, oui, il y a vraiment beaucoup plus ce truc d'entraide. On se prête des trucs sans arrêt, tu vois, parce que bah, quand tu as des maisons, tu as tout le temps besoin de plein de trucs. Et donc, Oui. au lieu de toujours aller acheter un truc à bricomarché, bah, le premier réflexe que tu as quand tu vis ici, c'est d'abord demander à tes voisins s'ils peuvent pas te dépanner. Ah, c'est sympa. C'est Mm. sûr que c'est pas du tout la même ville. On est d'accord. Ouais. Et je sais, parce que je vous ai vu faire aussi, que vous avez pas mal euh, trouvé des tomates anciennes pour aller en remettre, parce que vous aviez déjà des tomates, hein, je crois, chez vous. Oui. Et ça, pareil, comment ça s'est passé pourquoi, enfin, comment vous vous en êtes arrivé là? Alors effectivement, il y avait des tomates quasiment dans toute la maison et le problème, c'est que quand on a cassé, tu sais, je te disais qu'on avait cassé pas mal de cloisons pour Ouais, refaire un peu la circulation et en fait, en dessous des murs, du coup, il y avait pas de tomates. Et donc effectivement, on a dû trouver dans le voisinage. Heureusement, il y a pas mal de ici, c'est un peu une terre de brocante dans le Perche, donc tu as pas mal de brocanteurs qui chinent des matériaux anciens, etc. Donc on a réussi à trouver
un endroit qui proposait plein de tomates différentes, de différentes couleurs, de différentes tailles. Bon, c'était pas donné, mais parce que ce genre de matériaux, généralement, comme c'est ancien, c'est assez recherché. Mais Ouais. ça te permet effectivement du coup de refaire les sols chez toi. Et d'ailleurs, tu vois, en fait, c'est aussi comme ça en faisant que tu apprends. Parce que moi, je pensais bêtement que bah, tu casses un mur, tu mets une espèce de colle et tu remets ta tomate. Mais en fait, non. En fait, il faut recreuser, remettre de la terre, recreuser sur 15 centimètres. Et ça, c'est marrant parce que, tu vois, pour la petite anecdote, c'est un des rares jours où l'électricien était là et il bidouillait un truc à côté et nous, on était en train de refaire le sol, tu vois. Et il passe et il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et on se dit, bah, on recolle les tomates, tu vois. Et il dit, mais n'importe quoi, il faut recreuser sur 15 centimètres, il faut que vous fassiez comme ça, comme ça, comme ça, tu vois. Et donc, on s'est retrouvés à 23 heures à refaire des espèces de brouettes de ciment pour faire comme ce qu'il nous avait dit. Enfin, donc, Et pourquoi vous deviez creuser à 15 centimètres? Il vous a expliqué? parce qu'en fait, visiblement, en dessous, comme il n'y a pas de fondation dans notre maison, c'était directement du sable. Ouais. Et donc, lui, il nous disait, bah non, bah, il faut recreuser, remettre tant de couches de ciment pour après seulement coller vos tomates. Bon, in fine, je pense que si on avait fait notre méthode bidouillage, ce serait peut-être bien passé aussi. Mais du Mhm. coup, tu apprends aussi comme ça sur le tas des uns et des autres. Ouais, c'était pour qu'il y ait une meilleure stabilité C'est ça. et une meilleure durabilité de ce que vous alliez refaire par rapport au reste des tomates existantes, quoi. Exactement. Après, C'est c'est sûr vrai que que si ça s'était mis à fendre au bout de oui. 3 mois, ça aurait été dommage. Bah, c'est ça, mais en même temps, on s'est dit, ça fait 150 ans que la maison existe et ils ont collé quasiment directement sur le sable, tu vois. Donc, Ouais. bon, après, c'est, ouais, on saura jamais, mais c'est vrai que parfois tu te dis, tu te prends aussi beaucoup la tête quand tu fais les travaux et pourtant, il y a des choses qui ont été faites il y a longtemps et qui finalement tiennent très bien. Si on parle un peu des choix peut-être plus esthétiques, notamment sur la cuisine, vous avez donc la cuisine, elle est faite dans l'extension, hein, c'est ça? Oui. Et comment tu l'as choisie, comment elle est faite, enfin comment elle est constituée? Bah, en fait, nous, déjà, la cuisine, c'était la pièce maîtresse de notre maison parce que c'est une pièce qui est hyper importante pour nous, parce que moi, j'adore cuisiner, mon conjoint aussi. Mm. Donc, vraiment, on savait qu'elle allait être très grande, très spacieuse, hyper fonctionnelle. Enfin, c'était hyper important pour nous. Et donc, effectivement, on a décidé de la faire en linéaire sur tout un pan de mur de l'extension. Donc, elle fait à peu près 7 mètres de long, tu vois. Ouais. Donc, on a clairement la place. Et voilà. Et après, effectivement, à Paris, moi, j'avais fait bon, le choix qui est en fait peut-être une erreur, mais j'avais absolument voulu peindre mes façades de cuisine de la couleur dont je voulais, etc. Et en fait, ça n'avait pas bien tenu dans le temps. Mhm. Et donc, on s'était dit, bon, ici, ça va être une maison de campagne, il va y avoir du passage. Enfin, et donc, en fait, on s'était dit, il faut quand même qu'on prenne quelque chose qui est assez solide, qui ne va pas faire des petits pocs dès que tu ouvres un tiroir. Donc, on a pris les façades chez Ikea, parce que moi, on nous avait beaucoup conseillé de prendre des cuisinistes, etc. Mais moi, je trouvais que Ikea, pour l'avoir déjà testé, c'était plutôt solide et plutôt bien fait. Et surtout, ça coûtait 3 fois moins cher que, tu vois, certaines cuisines qu'on a pu voir faites par des cuisinistes. Enfin, en tout cas, je ne voyais pas trop la plus-value. Ouais. Donc, du coup, on a décidé de prendre Ikea et par contre, de se faire plus plaisir sur le plan de travail. Parce que moi, je voulais absolument un plan de travail en béton ciré. Oui. Donc, on s'est dit, bon, on va mettre un peu moins de budget sur les caissons et en revanche, le plan de travail, voilà, on va faire un truc qu'on a vraiment envie de faire. Donc, du coup, on a pris une applicatrice qui est pas très loin d'ici, qui s'appelle Mathilde. Son compte Instagram, c'est Maja M, Mhm. qui est vraiment hyper douée et qui nous a du coup fait le plan de travail en béton ciré, ce qui n'est pas forcément idéal quand tu veux louer parce que c'est très très fragile. Mais franchement, ça te fait tout le charme d'une pièce, je trouve. Oui, bah, c'est le côté texturé. Enfin, ça va extrêmement bien dans une maison comme la vôtre où tu as déjà plein de jeux de textures justement avec les murs peints à la chaux, enfin voilà, les parquets Oui, en bois ou encore les tomates. Effectivement, aller sur un béton ciré, ça ne fait que remettre en avant et en valeur toutes ces textures. C'est chouette.
Oui, après, c'est vrai que la cuisine, ça a cristallisé vraiment, tu vois, le dilemme entre tu as envie d'un truc joli et tu as envie d'un truc solide. Ouais. Et c'est hyper compliqué parce que, bah, effectivement, c'est une maison de campagne, tu la loues, donc bon, idéalement, tu vois, il faut aussi que le truc tienne dans le temps. Et en même temps, tu es tiraillé parce que tu vois des trucs Instagram et tu as trop envie de, tu vois. Ouais. Du coup, justement, le choix du Donc, béton ciré, c'était avant ou après avoir décidé de mettre la maison en location? non, c'était après, on s'est dit tant pis, on prend le risque. Alors tu vois, du coup là, on met des petits écriteaux, type, pour les gens qui savent pas et qui pensent que c'est comme du vrai béton, tu vois, on Mm. dit juste, voilà, ne pas couper directement dessus, Ouais. enfin, t'es obligé de préciser parce que t'as pas, enfin, c'est vrai que dans béton ciré, il y a béton, donc parfois les gens qui connaissent vraiment pas se disent, ah bah ça a l'air hyper solide, comme du quartz, tu vois, et je vais tout faire directement dessus, alors que du coup tu dois mettre des petits écriteaux pour lister les choses à ne pas faire, mais Ouais, c'est sûr, enfin, effectivement. Mais même couper à même un plan de travail, peu importe la matière, c'est quand même bien de faire attention, quoi. Enfin, moi, c'est pas forcément quelque chose que je recommande, effectivement, même si sur certaines oui. matières c'est possible, mais ouais, c'est quand même pas forcément terrible si on veut garder son plan de travail le plus longtemps possible. Ouais, ouais, c'est Et vrai. du coup, donc un plan de travail en béton ciré et les choix, donc des caissons Ikea et qu'est-ce que vous, enfin, à quoi ressemblent les façades? Et bah, alors, ce qui est marrant, c'est qu'on me demande énormément, dès que je mets une photo, tu vois, de la cuisine, on me dit: «Mais elles sont trop belles les façades, d'où elles viennent?» Et en fait, c'était un modèle hyper récent d'IKEA justement que personne, du coup, ne connaît, Oui. et qui est beige, un peu strié, donc qui fait très, bah, très campagne. Mhm. Et voilà, et du coup, on s'était dit, bah, c'est marrant parce que j'ai vraiment, beaucoup, beaucoup de retours là-dessus et les gens sont toujours hyper étonnés quand je leur dis: «Bah non, en fait, c'est IKEA». Et du coup, elles sont hyper solides parce qu'en fait, à un moment, j'avais hésité à prendre, Plume. Tu sais, je sais pas si tu connais les Oui, façades, tout à fait. et Oui. en fait, Plume, ouais, mais c'est clairement j'ai eu pas du beaucoup tout de le. mauvais retours. Ah, sur J'ai eu la durabilité? Exactement, tu vois? J'ai plusieurs amis qui avaient fait ce choix-là et qui m'ont dit: «Mais surtout pas, la qualité est hyper mauvaise, enfin ça tient pas». Donc du coup, je me suis dit: «Bon, autant rester sur une valeur sûre, prendre un truc plutôt, qui va rester un peu plus et puis, tant pis quoi». Mais c'est vrai que c'est un sujet, les façades, il y a beaucoup de choix et du coup, après, il faut vraiment, je te dis, arbitrer. Moi, j'avais fait le choix, donc de la peinture de mes façades à Paris et c'était vraiment génial parce que du coup, tu avais exactement la teinte que tu Ouais. voulais, qui pouvait, mais après, ouais, en termes de durabilité, c'était pas ça non plus. Donc, on a eu un gros sujet sur les matériaux. Oui, oui, ça, c'est toujours effectivement des belles discussions parce que c'est quand même des choix multiples et importants, effectivement. Et, euh, et du coup, tu es quand même contente de la couleur, même si c'était pas la couleur, enfin, que t'as pas pu choisir comme tu l'aurais fait en choisissant la peinture de tes façades, mais finalement, ça tombait bien, quoi. T'es tombée sur ces façades Ikea et la couleur correspondait à ce que tu cherchais. Oui, 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 en fait, elle était, bah, alors j'aurais sûrement pas mis ça, exactement si j'avais été, tu vois, si j'avais pu choisir, mais Ouais. franchement, elles étaient beiges, un peu dans les tons un peu crus, donc ça allait très bien, avec le reste de la maison. Enfin, nous, on voulait vraiment une pièce, lumineuse qui soit dans les tons beige, blanc, bois, donc non, Oui, franchement, ça s'est marié hyper bien. très clair. Oui, non, c'est vrai qu'elles sont belles. Ces façades, c'est les Stensund, je crois, si ma mémoire est bonne. Oui, mais c'est vrai que tu vois, je trouve qu'aujourd'hui, puis pareil, les poignées, tu peux les choisir un peu où tu veux. Je trouve que c'est assez facile, mine de rien, de te créer une cuisine jolie sans forcément faire appel à un cuisiniste et dépenser 20 000 euros, tu vois. Mm. Aujourd'hui, après, alors tu as peut-être des sujets, ils te diront sûrement que c'est plus, que ça dure plus longtemps chez eux, etc. Peut-être, tu vois, comme j'ai pas testé, je sais Oui, pas. Mais je trouve en tout cas que tu peux faire vraiment aujourd'hui des choses hyper jolies en choisissant tes façades, tes poignées. Ton plan de travail, tu peux le faire de plein de façons différentes. Tu vois, chez Leroy Merlin, j'avais hésité aussi un moment à faire le plan de travail en carrelage parce que tu as des espèces de plans ouais, à carreler qui coûtent rien et puis tu poses ton carrelage toi-même. Enfin, en vrai, tu as vraiment énormément de oui. possibilités de Oui, faire des ça choses revient bien jolies. le plan en Exactement. carrelage, ouais. Ouais, c'est sympa aussi. Ouais. Et c'est très durable pour le coup. Et pas Oui. très cher. Et bah effectivement, la différence entre un cuisiniste et Ikea et une cuisine Ikea, bon, hormis le prix qui est imbattable chez Ikea, moi je trouve quand même que pour avoir aussi une cuisine Ikea, euh, c'est la quincaillerie en fait. Moi je trouve que le prix se ressent sur la quincaillerie, sur les tiroirs, tu sais, sur Ouais. enfin sur tout ce qui est vraiment oui quincaillerie. Euh,
au bout du compte, c'est là où on voit la différence avec un cuisiniste. Alors, pas n'importe quel cuisiniste, parce qu'il y en a qui ont aussi de la quincaillerie de pacotille, on va dire. Mais c'est là où je trouve que Ikea est quand même un peu en dessous. C'est que ça se dérègle assez vite et tu vois, ça tremble un peu parfois. Enfin, quand tu vas chez un cuisiniste de qualité, c'est pas la même quincaillerie. Et alors, du coup, effectivement, Ok. c'est un choix qu'on fait en toute connaissance de cause, de savoir si c'est quelque chose qui est gênant pour nous ou pas. Et puis pour la plupart des gens, ça peut ne pas être gênant. Mais bon, voilà. Moi, personnellement, je trouve que la différence, elle peut se faire un peu à cet endroit-là. Oui, après, ça dépend aussi sur combien de temps. Tu vois, si c'est la maison de ta vie et que tu sais que tu vas rester 20 ans, j'imagine que tu mets pas forcément les mêmes budgets, alors que nous, on se disait, bah, au final, on va un peu louer, on va pas y vivre tout le temps. Donc, Mm, tu fais aussi tes choix en conséquence, en fait, je trouve. c'est sûr. Et vous avez mis une crédence. Oui, 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 en zélige, ça effectivement, j'y tenais beaucoup, bah, qu'on a fait nous-mêmes. Je sais plus où est-ce qu'on a trouvé les zéliges. Je pense que ça doit être chez Leroy Merlin. Ah oui, d'accord. Vous avez Mais pris c'était des vrais zéliges parce que je sais qu'ils ont une gamme un peu fake, mais là pour le Ouais. coup, ils ont une autre gamme qui est vraiment, enfin beaucoup plus chère et c'est vraiment des zéliges qui viennent du Maroc. Mhm. Et donc nous, et d'ailleurs en fait, je sais qu'on en avait commandé aussi. On avait commandé, alors c'était pas du zélige, mais on avait commandé du carrelage, je sais plus comment ça s'appelle, tu sais, du carrelage un peu qui est fait aussi au Maroc, qui est un peu teinté, du carreau de ciment. Ah oui. Euh, Enfin voilà, bref. Et je te dis ça parce qu'en fait, là, on avait fait hyper gaffe d'aller chez quelqu'un qui était, enfin, alors je te dirai pas le nom parce que je m'en rappelle plus, mais c'était quelqu'un qui était vraiment très premium, qui faisait que ça. Tu vois, c'était hyper cher, etc. Et en fait, on avait été hyper déçus de la qualité. Le truc avait des teints, enfin vraiment, c'était une catastrophe alors qu'on avait vraiment déboursé pas mal. Et du coup, là, à l'inverse, en prenant le truc chez Leroy Merlin, j'avais des a priori, tu vois, je me disais, ah, peut-être que ce sera pas aussi, même si je savais que ça venait du Maroc, j'avais un peu des a priori. Et en fait, bah, à l'inverse, ça a hyper bien tenu, c'était hyper qualitatif, tu vois. Donc en fait, je sais que parfois, c'est difficile, tu vois, de choisir tes fournisseurs Oui. en connaissance de cause. Mais bref, tout ça pour dire qu'effectivement, on a mis du zélige et c'est hyper facile à mettre, en fait. C'est hyper facile. Je sais qu'il y a Oui, plein c'est de vrai gens qu'on qui m'ont s'en fait écrit. une histoire souvent. Exactement, tu vois, et qui m'ont dit: «Ah, mais mon conjoint veut pas que je mette ça parce que les joints, c'est une galère et tout». Et franchement, pour avoir fait les 2, pour avoir fait du carrelage normal dans les douches, du carrelage au sol et du zélige, franchement, moi, j'ai trouvé ça, comme c'est inégal Mm. et que de toute Et façon, imparfait. exactement, bah, je trouve ça beaucoup plus Et qu'il n'y a pas facile de joint. à poser. Donc, c'est vrai Oui, que en plus, tu finalement, tu n'as pas de croisillon, enfin, tu n'as pas à respecter une exactement. certaine largeur de joint. En fait, tu les colles l'un à côté de l'autre et puis c'est Mmh mh. fini, quoi. Ouais, ouais, j'ai trouvé ça vraiment très simple et en fait, pareil, ça rend vraiment bien, ça te donne vraiment du relief à une pièce. Mm. C'est vrai. Encore à nouveau un beau jeu de texture qui vient mettre en valeur l'ensemble, quoi. Ouais. C'est tout à fait. Bah, surtout que nous, tu vois, notre pièce, pour le coup, comme elle était neuve, c'était vraiment, les murs étaient blancs en placo. Enfin, donc en fait, fallait vraiment que, enfin, on s'est dit: «Si on met pas de texture, ça va être un peu tristoun notre Ouais. histoire, quoi». Oui, oui, c'est grâce à ça que vous avez réussi justement, effectivement, à donner un peu de vie Ouais. Mmh. à cette pièce qui était du coup très neuve par rapport au reste de la maison. Ouais, exactement. Et vous avez, bah là du coup, on glisse un peu sur les aspects un peu déco. Je sais que aussi pour ce qui permet d'aller donner de la vie, ce que vous avez fait, c'est que vous avez sur la salle à manger été sur plutôt des meubles anciens, chinés, avec des belles patines sur le bois, sur les chaises. Oui, on a fait effectivement, bah, après les travaux, tu vois, on avait plus beaucoup, beaucoup de budget, déco, mais du coup, on s'est dit: «Bah, on va se concentrer sur vraiment des pièces, qui ont du caractère», tu vois? Mhm. On va concentrer notre budget là-dessus et donc par exemple, pour la salle à manger, moi, je voulais vraiment une belle table ancienne, de 3 mètres parce que, bah, tu vois, la maison, elle est pour 8-10 personnes donc je voulais vraiment, quelque chose, qui ait un peu de l'allure et pas, tu vois, deux tables que tu mets l'une à côté de l'autre et cetera. Donc du Ouais. coup, j'ai, chiné, je sais pas si tu connais, chez une amie qui s'appelle, Alexandra et qui a le Si, compte si. Belette Petite.
Je la connais, oui, effectivement. Et donc, je lui ai un peu passé commande en lui disant, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me trouver une table de 3 Ah mètres? ouais, donc c'est ça, parce qu'effectivement, une table de 3 mètres, c'est quand même pas simple à trouver. Donc en fait, tu lui as passé commande et elle l'a cherché pour toi, quoi. Oui, 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 il y a des trucs comme ça, je savais. Alors, j'ai fait beaucoup de brocantes parce que dans le Perche, il y en a énormément. Et donc, tu trouves beaucoup de choses, de petits objets, de petites tables, de trucs de chevet, tout ça, j'ai beaucoup trouvé. Mais il y a certains objets que tu trouves pas, tu vois. Typiquement, les tables comme ça, les anciennes tables de ferme. Toutes ces choses-là, je savais qu'il fallait mettre un petit budget et soit passer par un pro. Enfin, c'est compliqué. Tu vois, l'établi aussi, on a mis longtemps. J'ai un établi dans le salon. Mhm. Bah, je savais que, tu vois, il fallait le chercher. J'ai trouvé sur Le Bon Coin, mais j'ai mis des mois. C'était un budget. Enfin, il y a deux, trois trucs comme ça. C'est compliqué de trouver des alternatives. Tu sais forcément que ça va être un peu les pièces qui sortent du commun. C'est pas si évident à trouver. Oui, et pour le coup, c'est pas parce qu'effectivement on va les chiner qu'elles seront vraiment peu chères, parce que Aussi, c'est quand ouais. même des belles pièces et qui sont rares ou qui sont très recherchées justement, et du coup nécessairement ça peut coûter un peu d'argent, mais la patine du temps qu'elles ont est quand même euh, enfin, incroyable, quoi. Donc c'est vrai que ça en vaut Oui. la peine. Oui, je trouve qu'il y a des trucs comme ça, enfin, ça fait vraiment l'identité de ta pièce. Et donc, du Mm. coup, je sais qu'il y a deux, trois meubles comme ça où on s'est dit, bah, là, on met vraiment les moyens, comme la literie, tu vois. Moi, je sais que c'est un peu idiot, mais tu vois, les draps en lin et tout, c'était vraiment un truc que je voulais pas passer à côté. Donc, Ouais. ça, c'était aussi un Ouais, poste donc de. dès le départ, t'as pensé à ça. Ouais. Ouais! Tu t'es projeté aussi là-dedans. Non, mais c'est intéressant. Et les luminaires, tu vois, c'est con, hein, mais les Ouais. luminaires aussi, enfin, c'est vraiment, je pense, les deux, trois postes où je m'étais dit, OK, là-dessus, parce que pareil, ça te fait l'identité. Après, pour tout le reste, tu vois, je trouve tous les petits bibelots, la petite déco, enfin, il y a des trucs qu'on a trouvé à 50 centimes dans les brocantes. Tu vois, là, j'ai vraiment, c'était vraiment beaucoup moins régulé. On se disait, bah là, on mettra un peu ce qu'on veut, ce qu'on peut et tout ça. Mais ouais, les luminaires, les meubles, ça, c'était vraiment des trucs où on se disait, non, là, sinon, ça peut vite faire cheap aussi, tu vois. Tu peux vite gâcher tout ce que tu as fait avec une pièce où on se dit. Moi, ça m'arrive, tu sais, parfois quand je vais dans des chambres d'hôtes et tout, je me dis quand même, c'est con, ils ont gâché avec ce truc, tu vois, qui a été acheté, je sais d'où ça À la vient. va-vite. Exactement. Et du coup, bon, c'est un peu dommage, je trouve. Oui, c'est sûr. Et les luminaires, c'est ce qui fait toute la finition d'un lieu, on est d'accord. Ouais. Exactement. Bah, tu vois, par exemple, dans la salle à manger, enfin, j'ai deux luminaires de Alix Derenis. Ouais. Qui fait vraiment des trucs sublimes. Enfin, mais qui fait des luminaires en porcelaine, mais du coup, ça te donne vraiment une luminosité hyper tamisée, hyper Mm. poétique. Et alors, évidemment, ça te coûte un bras parce que c'est de l'artisanat. Donc, Ouais. mais tu vois, je me disais, bah oui, j'aurais pu acheter deux trucs chez Ikea qui m'auraient revenu 10 fois moins cher, mais bah, enfin, ce que tu ressens dans la pièce, du coup, change. Carrément. Alors, vous avez fait un excellent choix, je pense, effectivement, d'aller à nouveau sur de la matière, enfin, rechercher le jeu des matières, même dans les luminaires, c'est ce qui fait toute l'harmonie générale et qui crée vraiment une ambiance unique, enfin, à Mhm. mon sens. Mhm. Et si on parle un peu salle de bain, quels ont été les choix un peu justement en termes de matériaux ou de couleurs? Alors, bah, nous, on a fait le choix de mettre. On a fait tout carrelage déjà, tu vois, parce que bah, on se disait. Je sais que tu peux mettre, tu as des bois, tu peux mettre plein de choses, mais bon, du coup, on s'est dit pour une question de praticité, on va mettre du carrelage. Et comme je te disais, j'ai absolument tenu au début à mettre du carreau de ciment, donc qui était très compliqué à avoir, qui venait de loin, etc. Et en fait, bah, grosse déception. Je pense que j'aurais mieux fait. Bah, déjà à la pose et à l'entretien, c'est vraiment une énorme galère. Donc, je me Ah, donc suis du dit, coup, vous avez du carreau de ciment dans certaines salles de bain? dans deux salles de bain, on a le même carreau de ciment. C'est du noir avec quelques petites étoiles blanches par-ci par-là. D'accord. Et en fait, après coup, je me suis dit ça, c'était une grave erreur. J'aurais tellement dû prendre un carrelage Leroy Merlin un peu joli, mais qui aurait été beaucoup plus, qui aurait bien mieux tenu dans le temps. Ah, c'est au niveau de Euh, l'entretien, tu trouves que ouais, c'est un peu exactement. difficile? Bah, la pose était très compliquée parce qu'en fait, c'est un carreau qui prend très vite, Qui qui est très boit. poreux, qui boit, Ouais. donc il faut faire hyper gaffe quand tu mets tes joints, il faut le traiter plusieurs fois, etc., etc. Tu vois, donc en fait,
je pense que si tu mets ça, idéalement, il faut peut-être le faire poser par un professionnel parce il aura sûrement des tips que toi, tu n'as pas quand tu es un peu novice en travaux. Et sur la 3e salle de bain, j'ai fait aussi l'erreur, mais ça, c'est un truc de débutant, tu vois. Et je me suis dit, ah, c'est génial, j'ai vu je crois que c'était chez Porcelanosa, tu vois, donc pareil, une marque qui est un peu sympa dans les carrelages, des carreaux de 1,20 m sur 1,20 m. Donc, je sais pas si tu vois, mais... Si, je vois bien. Donc, je me suis dit, ah, c'est super, tu vois, donc sur le moment. Donc, et en fait, le premier écueil, c'est que donc Bertrand, mon conjoint, avait fait 1h30 de route pour aller les chercher à l'entrepôt parce qu'il livrait pas. Donc, et ça rentrait pas dans le coffre. Donc déjà, ça, c'était le premier truc où il m'avait haï. Et le deuxième truc, c'est qu'à la pose, en fait, tu te rends pas compte, mais poser un carreau de 1,20 m sur 1,20 m, en fait, c'est un enfer. Enfin, c'est dans une salle de bain qui fait 2 mètres sur 2. Donc voilà, il y a des trucs, parfois, quand tu n'as pas fait de travaux de ta vie... Plus c'est grand, plus c'est difficile à poser. Ouais, ah, mais sûr. Exactement. Donc, du coup, ça, pareil, je vous déconseille. Je pense que je ne le referai pas. 1,20 m, là, c'est vrai que vous avez fait fort parce que c'est vraiment grand. Déjà, même quand on est sur du 80, 100, ça commence à être difficile. Ouais, mais alors 1,20 m, j'imagine, Ouais, mais je m'étais dit, tu vois, ça fera un effet un peu... quasiment comme si tu n'avais pas de carrelage, quoi. Je me suis dit, ah, ça fera des grandes étendues. En fait, c'était ni fait ni à faire. Et sur les murs, en revanche, pareil, on a trouvé un carrelage chez Leroy Merlin qui fait, tu sais, c'est des grands carreaux rectangles qui font un peu effet zélige, du coup un peu inégaux, blancs. Et ça, pareil, j'ai eu énormément de messages. Baker Street. Exactement, c'est ça. Et ça, ils ont, et ça, pour le coup, c'est hyper facile à poser, hyper facile d'entretien. Enfin, vraiment, choix hyper pratique et esthétiquement, ça fait vraiment, ça fait le taf, quoi. Tu te dis pas, ah, ça vient de chez Leroy Merlin. Oui, non, c'est vrai. Ils sont très simples, mais ils ont un super effet. Ouais. Et en revanche, pour tout ce qui est robinetterie, etc., là, on nous avait conseillé, c'est ce qu'on a fait, de prendre vraiment que de la super qualité, tu vois. Donc, que ce soit les bacs de douche, la robinetterie, tout ça, on a pris vraiment que des trucs Jacob de Lafont, enfin des trucs vraiment solides parce qu'on nous avait dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. En revanche, la robinetterie et les bacs à douche, il faut vraiment pas rigoler avec ça. Oui, c'est sûr. Tout ce qui est vraiment en contact avec l'eau, exactement. Effectivement, il faut que ce soit du solide. Ok. Et alors, du coup, si tu nous parles un peu en rétrospective, la plus grande difficulté que vous avez rencontrée selon toi et comment vous en êtes sortis? Il y en a eu plein, ouais. Non, mais c'est vrai, tu vois, entre les dépassements de budget, les trucs qui te tombent dessus ou tu n'avais pas prévu, mais il faut mettre 10 000 € dans une fosse septique. Alors ça, c'est dur à gérer. Les artisans aussi, c'est dur, tu vois, qui viennent pas pendant 6 mois et du coup, toi, tu peux pas avancer parce qu'en fait, c'est comme un Tetris, tu vois. S'il y en a un qui vient pas, toi, tu peux pas enchaîner sur la suite. Donc ça, psychologiquement, c'était dur aussi. Et du coup, c'est vraiment, je pense qu'il n'y a pas un truc difficile, c'est vraiment plein de petites étapes, tu vois, qui te challenge en permanence. Tu vois, là aussi, post-travaux, on a encore un différend avec le charpentier, on est en litige parce qu'il y a une fuite. Enfin, tu vois, donc même après, quand tu as fini les travaux, ça ne s'arrête pas. Non, c'est sûr. Donc, ça ne s'arrête pas. Et puis, tu vas voir, effectivement, ça recommence. Enfin, tu vas avoir envie de refaire des nouveaux travaux. Oui. Après, c'est le temps qui passe, il faut rechanger ci, exactement. Enfin, oui, c'est un éternel recommencement, la maison et la rénovation. Mais du coup, oui, c'est ça qui... Ouais, je pense pas qu'il y ait vraiment, tu vois, une grosse épreuve. Après, c'est vraiment une suite. En fait, il faut vraiment être dans un état d'esprit hyper combatif et flexible en permanence, tu vois. Parce qu'en fait, sinon, vraiment, tu perds des années d'espérance de vie à te stresser. Non, mais c'est vrai. Et en fait, nous, ce qu'on avait fait, je me rappelle l'année dernière, au mois de novembre, vraiment, on n'en pouvait plus, tu vois. Et on se disait, en fait, là, si on continue à venir, parce qu'en plus, du coup, tu viens, c'est novembre, les travaux n'avancent pas, tu es dans la poussière, tu vois, genre, donc c'est pas agréable pour toi. Et on s'est dit, en fait, là, si on continue, on va se dégoûter, il va y avoir une bascule et on va plus avoir du tout envie de venir. Du coup, pendant 1 mois et demi, on n'est pas venu, tu vois, on s'est dit, bon, là, psychologiquement, physiquement, on est épuisé, ça sert à rien, tu vois, de tirer sur la corde. Donc, je pense que ça aussi, c'est important de dire, quand c'est trop dur, faut s'octroyer des moments de pause, tu vois, sinon tu peux vite craquer. Ouais, c'est vrai.
c'est tout à fait vrai. Savoir prendre du recul et couper un peu pour retrouver une motivation à continuer. Ouais. Ouais, exactement. Mais si, c'est important, on te le dit pas, mais enfin, tu vois, tu as l'impression parfois que chez les autres, ça avance hyper vite. Tu te dis, ah, mais c'est pas possible, nous, on stagne, on fait du surplace et tout. Mais en fait, je pense que c'est Mm. partout pareil, hein. Oui, ah non, là c'est bien, c'est clair on peut rassurer ceux qui nous écoutent. C'est pour tout le monde pareil. Ça prend toujours, je le dis à tout le monde, à tous mes clients en général, parce que on veut toujours que ça aille vite et c'est normal quand c'est son projet. On a envie d'y habiter tout de suite, quoi. Et puis en plus, quand on n'a jamais fait, on se rend pas compte du temps que ça peut prendre et de l'ampleur des travaux que ça représente. Mais faut bien comprendre une chose, la base, c'est que ça prend toujours plus de temps que prévu. Et ça, c'est vrai, Ça, ouais. c'est clair. Mm. Et en plus, effectivement, quand on doit travailler avec des artisans dont on maîtrise naturellement pas le planning, ben, effectivement, il faut apprendre à être patient et à jongler avec ça, et parce qu'ils sont pas toujours disponibles, et d'autant plus en ce moment avec la conjoncture actuelle où ils sont blindés de boulot Ouais. et c'est difficile de les faire venir sur les chantiers, ouais, c'est sûr. Et alors, si on parle du côté un peu plus joyeux, ce serait quoi ton plus beau souvenir des travaux? Bah, alors moi, c'est pareil, tu vois, c'est pas forcément un moment en particulier, mais c'est juste, tu vois, c'est tout le chemin en fait que tu parcours. Et tu vois, c'est marrant parce que j'en parlais dans un podcast qui a rien à voir avec la rénovation, mais en fait, pour moi, les travaux, ça m'a vraiment donné énormément confiance de manière générale, tu vois, dans la façon de faire les choses. Parce qu'en fait, ça a tellement été une école de la vie, tu vois, de bah, tu as ce truc-là à faire, de toute façon, si tu le fais pas, personne va venir le faire à ta place, donc il faut que tu trouves une solution, tu vois. Donc, bah, Mm. tu regardes des vidéos YouTube, tu tentes des trucs, enfin, tu es obligé de faire parce que sinon, il se passera rien. Et en fait, tu as plein de trucs comme ça que j'ai fait pendant les travaux et que je réapplique dans ma vie perso, tu vois, en me disant, attends, mais tu te rappelles ce truc-là, tu savais pas monter un mur, bah, comment t'as fait, tu vois, t'as regardé un tuto, t'es allé chez Point P, t'as demandé des conseils. Bah, et donc, tu vois, comme là, en ce moment, je suis en train de monter une entreprise, bah, il y a plein de choses, de réflexes, de travaux, tu vois, que j'essaye de me remémorer. Et je me dis, bah, attends, tu ferais quoi là, tu vois, bah, tu sais pas faire ça, bah, pareil, tu vois, tu crées un truc, tu te lances. Donc, pour ça, ça a été vraiment... Tu retrousses tes manches et puis tu y vas, exactement. quoi. Et je me suis dit, Tu passes à mais l'action. c'est vraiment un... Ouais, ça t'aide à prendre confiance en toi, à te dire que de toute façon, bah, en fait, il n'y a rien y a rien qui est impossible. Tu as toujours l'impression que c'est une Mm. montagne et en fait, bah non, enfin, c'est pas, il faut pas non plus bac plus 15 pour savoir... Alors, je dis pas, tu vois, qu'on a fait les choses aussi bien que des artisans qui ont des années d'expertise, mais en fait, il y a toujours des solutions. Et donc ça, c'est plein d'enseignements que moi, j'ai vraiment retiré des travaux. Enfin, vraiment, ça a été une espèce de thérapie, les travaux. Tu vois, en plus, j'ai quitté mon travail à ce moment-là, donc j'avais énormément de temps. Donc, ça a été vraiment une transition et je garde vraiment plein de bons souvenirs de trucs qu'on a lancés sur un coup de tête, où on a testé des trucs, puis ça marche, tu vois, et t'es tellement content. Enfin, tu vois, tu testes des trucs, puis il y en a un qui finit par fonctionner. Ah bah c'est hyper Hyper gratifiant gratifiant, aussi, ouais. ouais, quand on y arrive. Ouais, c'est sûr. Surtout quand c'est des trucs, enfin, quand on dans ce genre d'aventure et que finalement, au bout du compte, on a réussi à créer quelque chose de ses mains. Clairement, ouais, c'est une belle leçon de vie et ça fait plaisir et on peut être fier, quoi. Ouais, C'est vrai que- exactement. Bah écoute, c'est chouette. On arrive à la fin de cet épisode, mais avant qu'on se quitte, est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment tu t'es inspiré pour cette rénovation, pour faire tes choix, et si jamais tu as des conseils de livres ou de comptes Insta ou de vidéos YouTube ou je ne sais quoi qui t'ont permis justement d'avancer dans ce projet. Oui, alors effectivement, je suis maintenant abonnée à tous les tutos d'Éric Le Carreleur sur YouTube. D'accord. Mais Éric Le Carreleur. non, mais c'est vrai qu'alors pour le coup, YouTube, ça a été une source. Moi, j'y allais jamais. Vraiment, c'est un média que je n'utilisais pas du tout. Et pour les travaux, ça nous a énormément aidé, mais vraiment pour tout, tu vois, pour la robinetterie, pour la chauffe. Enfin, t'as tout le temps. Après, ce qui est difficile, c'est de faire un peu le tri dans tous les conseils. Mais globalement, c'est quand même une bonne Oui. source. Quand tu pars de zéro, ça te donne quelques bases. Et après, je sais que moi, j'adore traîner sur Instagram, Pinterest. Donc, Pinterest, tu vois, je m'étais fait énormément de mood board pour toutes les pièces. Après, les limites de Pinterest, c'est que, bah, en fait,
parfois c'est compliqué de mettre en forme les idées que tu vois dans ton environnement à toi parce qu'il y a plein de choses qui peuvent impacter. Donc ça, c'est un peu les limites. Mais disons qu'esthétiquement, ça aide vraiment pas mal. Et après, c'est vrai que sur Instagram, j'aime beaucoup aussi suivre des comptes, tu vois, d'archi ou de réno, tu vois, comme les Pénates, Audrey Fitzjohn aussi, qui avait des trucs super, Belette Petite, dont je te parlais, Alix Derenis, qui a son compte Les dédié. Pénates, tu sais que... Oui. Les Pénates, il y a l'interview, j'ai interviewé Annabelle, c'était le premier interview du podcast. Ah, génial. Ceux qui nous écoutent, ils peuvent aller écouter l'histoire de sa rénovation aussi. Ouais, elle fait vraiment des trucs chouettes. Puis après, c'est vrai que tu as plein de... Ouais, tu vois, j'aime bien suivre aussi des archis comme Eju ou des comptes de projets. Tu vois, dans le Perche, il y en a beaucoup en ce moment. Tu vois, il y a le moulin qui s'est créé à côté de chez nous. T'as Casa Rosalie sur des petites maisons, des petites tiny houses. Donc, en gros, j'aime bien aussi suivre des projets qui se sont faits. Ouais. Et alors, parfois, t'as pas tous les détails des travaux, mais moi, j'hésite pas, tu vois, à contacter les gens, à dire « Ah bah, j'ai vu que tu as fait ça chez toi. Est-ce que tu as des conseils ?» Enfin, ça aide énormément. Tu vois, à l'époque, j'avais beaucoup échangé avec Maison Belle et Stu, Émilie. Oui. Tu vois, elle poste rien de travaux sur son compte, mais pour autant, on avait quand même, tu vois, j'avais dit, ah bah j'ai vu que sur telle photo, il y a ça, comment t'as fait pour intégrer tel truc, enfin tu vois, et les gens sont souvent hyper contents de partager leur expérience, donc en fait, ça te fait avancer aussi, toi, dans tes travaux. Donc voilà, pas hésiter à contacter, même s'il n'y a pas tout qui est expliqué sur un compte, je pense que c'est vrai que sur Instagram, Ouais. Enfin, pour ça, les réseaux sociaux, c'est quand même formidable. Mais c'est vrai que souvent, les gens qui sont derrière les comptes Instagram sont toujours prêts à partager leurs astuces, leurs bons plans, comment ils ont fait telle ou telle chose. Et surtout, la team des rénovateurs, c'est une belle entraide, quoi. Mais tu vois, moi, même toutes les semaines, je réponds à des questions vraiment, tu vois, comme la chaux, la cuisine. Enfin, vraiment, toutes les semaines, j'ai des questions de gens et je me dis, c'est cool, tu vois, que les gens aient le réflexe de te poser des questions techniques. Oui, c'est vrai. Et de pouvoir te dire aujourd'hui, c'est bon, je sais y répondre. Oui, aussi. C'est chouette. Bon, bah écoute, merci beaucoup Sarah pour toute cette mine d'informations, de bons conseils et de bonnes idées que tu nous as transmis aujourd'hui. C'était vraiment un grand plaisir d'écouter cette rénovation. Et puis j'invite tous nos auditeurs à aller sur ton compte Instagram. Oui, alors French Bontemps. Oui, c'est ça, j'allais dire, j'ai mon compte perso French Bontemps. Alors qui ne parle... Bon, il y a encore quelques stories permanentes de travaux. Et après, j'ai le compte dédié maison.frenchbontemps qui, pour le coup, est vraiment dédié à la maison si vous voulez avoir plus d'infos précises. Voilà. Et si vous avez envie d'aller y passer un petit week-end. Exactement. On fait beaucoup Puisque la maison est à louer. Exactement. On fait beaucoup de réservations en direct d'ailleurs sur Instagram. Sur Instagram. Ouais, donc c'est bon à savoir. Bah écoute, merci beaucoup. Et puis à très bientôt. À bientôt, Alison. Merci. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.